Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un chevalier héros de la Reconquista. Rodrigo Diaz de Vivar a pourtant combattu aussi bien dans le camp des musulmans que des chrétiens. El Campeador reflète par sa carrière et ses actions la complexité de la péninsule ibérique du XIe siècle. Vous voulez en savoir plus sur El Campeador? Venez avec moi. Rodrigo Diaz de Vivar, dit le Cid El Campeador, héros de dizaines de chroniques, poèmes, chansons, de gestes et pièces de théâtre, le fougueux chevalier castillan est l'une des figures militaires les plus célèbres depuis le Moyen Âge. Chaque époque réinvente le personnage pour mieux en chanter les exploits. Champion de la Reconquista, le Cid a même reçu les louanges de ses adversaires musulmans, bien contraint de reconnaître en lui, au-delà d'un adversaire coriace, un prodige de Dieu. Évoquer la figure du Cid, c'est d'abord parler de l'Espagne qui au XIe siècle n'existe pas encore. Les invasions barbares, vandales et wisigoths ont réduit les provinces romaines hispaniques en un chaos de petits royaumes querelleurs. Au début du VIIIe siècle, de guerre lasse, certains ont fait appel à la dynastie des Omeyyades, en pleine extension sur la rive sud de la Méditerranée, mais les invités ont tôt fait de conquérir la majeure partie de la péninsule ibérique. En cette Espagne musulmane, Al-Andalus devient avec le temps un califat indépendant du pouvoir de Bagdad, basé à Cordoue. L'islam ne conquiert pas cependant toute la péninsule. Au nord, dès le 8e siècle, des royaumes chrétiens résistent, notamment grâce à l'aide militaire venue d'outre-Pyrénées. Au nom de la chrétienté, ils entretiennent une poussée vers le sud, connue sous le nom de la Reconquista. Le processus est long, discontinu. Les rois chrétiens passent en effet beaucoup de temps à guerroyer entre eux. Petit à petit, ils repoussent cependant les musulmans, profitant des querelles qui les divisent et recevant les renforts des chevaliers normands, français et italiens qui importent de nouvelles manières de combattre. La guerre pourtant n'est pas tout. La frontière entre l'islam et chrétienté reste aussi un espace d'échange culturel, politique intense. Au début du XIe siècle, les reconquistadors reçoivent un coup de main de la Providence. Décidément miné par les conflits, le califat de Cordoue éclate en une dizaine de petits royaumes musulmans indépendants. Les taïfas prospèrent mais militairement affaiblis. Ces derniers se retrouvent bientôt placés sous la protection des souverains chrétiens du Nord, auxquels ils versent de juteux tributs, les parias. Bien entendu, les royaumes chrétiens rivalisent pour en bénéficier. L'un d'entre eux, le plus puissant, émerge, le royaume de Léon et de Castille, conduit à partir de 1037 par Fernando Ier, comte de Castille, hérité par la grâce de son mariage et de son épée du royaume de Léon en 1037, après avoir pacifié le royaume réuni. Il ajoute en 1054 la Riora, après un combat fratricide avec Garcia IV de Navarre. Enfin, en 1064, Fernando Ier prend Coimbra. C'est dans cet univers confus que Rodrigo Diaz voit le jour aux alentours de 1045 dans un petit village que la tradition identifie à Vivar, non loin de Burgos, alors capitale de la Castille. Premier à croire la légende, il n'est pas issu d'un humble foyer, mais plutôt d'une famille noble, intimement liée à celle du souverain. C'est ainsi qu'à la mort de son père, Rodrigo se retrouve à la cour de Fernando Ier, où il grandit aux côtés du prince aîné Sancho. Il bénéficie de l'éducation soignée, dont profitent alors les jeunes nobles, s'initie aux lettres et aux armes. Devient bientôt chevalier. En 1063, Rodrigo Diaz prend pour la première fois les armes pour défendre un royaume musulman, celui de la Taïfa de Saragosse, tributaire de Fernando Ier, menacé par les ambitions du roi d'Aragon. 2 ans plus tard, Fernando Ier meurt et son royaume est réparti selon la coutume entre ses fils. Garcia reçoit la Galice, Afonso VI le Léon et Sancho II prend la tête de la Castille. Les trois frères ne tardent pas à se déchirer, ce qui redonne l'occasion à Rodrigo de s'illustrer cette fois pour le compte de Sancho II. Afonso VI hérite du Léon à la mort de son père Fernando Ier. Il prend la Castille à son frère Sancho II, tué en 1072, puis arrache en 1073 la Galice à son frère Garcia II. À la tête de la première puissance de la péninsule ibérique, Afonso VI s'attaque alors aux principautés musulmanes du sud. La prise de Tolède en 1085 déclenche en 1086 l'intervention des Almoravides, qui bloquent pour un temps la Reconquista. C'est ainsi que Rodrigo Viar acquiert le surnom de Campeador, maître du champ de bataille, qu'il ne quittera plus jamais. En 1072, le royaume est réunifié au bénéfice de la Castille.
Mais Sancho II est assassiné. La couronne de Castille et de Léon retombe à la tête d'Afonso VI. Rodrigo Sviar épouse avec ardeur la cause de son nouveau maître et reçoit en récompense la main de Jimena Diaz, parente du roi. En 1079, Rodrigo Villar reçoit d'Afonso VI une mission de confiance, récupérer le tribut d'Al-Muntamid, souverain musulman de Séville. Or, au même moment, ce dernier est attaqué par son rival Abdallah de Grenade, qui reçoit pour l'occasion le renfort d'émissaires castillans également envoyés par Afonso VI, dont les ambitions dans l'affaire sont plutôt troubles. Logiquement, El Campeador prend la défense de Séville et écrase l'armée de Grenade, ce qui lui vaut les foudres d'une partie de la cour de Castille. L'année suivante, la complexité des alliances et des rivalités entre chrétiens et musulmans lui joue un nouveau tour. À Tolède, une autre taïfa, Al-Qadir, soutenue par Afonso VI, doit faire face à une révolte interne. Or voilà qu'une expédition rebelle pénètre sur le royaume castillan. Rodrigo Villar arrête les assaillants puis les poursuit en terre musulmane. La violence de la contre-attaque et les exactions des soldats mettent cependant à mal la relation fragile entre le souverain Castille et les taïfas vassales. Afonso VI tranche. El Campeador tombe en disgrâce. Exilé, mais toujours à la tête de ses biens, le chevalier part à la recherche d'un nouveau protecteur. Il tente sa chance auprès des comtes chrétiens de Barcelone, puis finit à la cour du roi mort de Saragosse, dont il a sauvé le trône près de 20 ans plus tôt. Le voilà donc au service direct d'un musulman, même si ce dernier est toujours sous protection castillane. Au décès du souverain, son royaume est divisé entre ses fils. Al-Mutaman règne à Saragosse et El-Mundir à Lérida. Le premier reste tributaire de la Castille, alors que le second s'aligne sur son concurrent aragonais. Lors du conflit qui s'ensuit, Rodrigo Diaz prend le parti de Saragosse et en 1084 triomphe brillamment de ses adversaires à Luanco. 2 ans plus tard, le roi Afonso VI rompt avec son vassal et vient mettre le siège devant Saragosse, plaçant le chevalier face à un choix entre son suzerain musulman et son ancien maître chrétien. Heureusement pour El Campeador, le siège est ajourné. Le roi de Castille doit partir vers le sud, repousser une expédition militaire venue de l'autre rive du détroit de Gibraltar. En effet, depuis 1040, le nord-ouest africain est le théâtre de l'expansion rapide des Almoravides. Originaires de Mauritanie, les Almoravides sont partisans d'un islam sunnite rigoureux. À partir de 1040 environ, ils conquièrent tout l'ouest africain et luttent pour s'étendre au sud comme à l'ouest. Appelés à la rescousse par les taïfas en 1086, ils mettent en fait fin à ces dernières en prenant le contrôle d'Al-Andalus. Ils tentent alors de contrer la Reconquista et tombent en 1147, sous le coup d'un mouvement musulman récurrent, les Almohades, berbères du Maroc. Les Almoravides, des musulmans rigoristes, se sont rendus maîtres d'une grande partie du monde islamique. Or, certains taïfas ont fait appel à eux pour contrer la progression chrétienne, notamment celle des Castillans qui ont pris Tolède dès 1085. À Saragosse, en octobre 1086, les chrétiens sont battus sans appel. Les affaires africaines empêchent cependant les Almoravides d'exploiter cette victoire. Afonso VI profite du répit pour réorganiser son camp et renouer des liens avec Rodrigo Diaz, dont l'absence lui a assurément coûté cher lors de la bataille. Rentré en grâce, El Campeador se voit confier la défense du Levant espagnol, et plus précisément de la place stratégique que constitue la taïfa de Valence, où le vassal musulman de la Castille est en difficulté. Revoilà donc El Campeador combattant pour un souverain chrétien, appuyant un roi mort contre les armées chrétiennes des comtes de Barcelone, alliés à l'ex-roi protecteur musulman Rodrigo à Saragosse. De cette complexe situation, le chevalier castillan sort très vite maître du Levant et commence à recevoir le tribut pour son propre compte, apparemment avec l'aval d'Afonso VI, pour qui c'est le seul moyen de maintenir la côte sous contrôle. Néanmoins, les relations entre les deux hommes ne tardent pas à s'envenimer. Une nouvelle expédition almoravide conduit le roi de Castille à intervenir au sud. Or, conviés à la bataille, les troupes envoyées par El Campeador ont tardé et les Castillans ont subi une nouvelle déroute. Problème de coordination, tradition, on ne saura jamais. Mais El Campeador retombe en disgrâce et cette fois-ci, ses biens sont saisis. Réfugié à la taïfa de Valence, El Campeador doit faire face aux ambitions conjuguées de tous ceux décidés à en prendre le contrôle direct. En 1090, il écrase le roi mort de Lérida et ses alliés barcelonais à Treva.
En 1092, c'est au tour d'Afonso VI qui a rassemblé pour l'occasion une imposante armée constituée de Castillans, d'Aragonais, désormais alliés, ainsi que des flottes de Pise et Gênes. Là encore, El Campeador fait honneur à son surnom et repousse l'offensive. Pas moyen de souffler pourtant, car une révolte inopinée, appuyée par une nouvelle expédition almoravide, renverse son protecteur, le roi mort de Valence. Absent au moment des faits, El Campeador met le siège devant la ville. Celle-ci résiste des longs mois, mais il se montre sans pitié et finit par s'en emparer en août 1094. Cette fois, plus question de protecteur, Rodrigo Diaz se proclame prince de Valence. Ses sujets musulmans s'adressent désormais à lui à coups de Sidi, Monseigneur, bien vite transformé en Cid. Les années suivantes, il consolide son contrôle du Levant, luttant contre les Almoravides décidés à en finir avec les Taïfas pour s'approprier la péninsule. Le Cid leur inflige une sévère défaite à Cuarte en septembre 1094. Nécessité de résistance faisant loi, Rodrigo Diaz se réconcilie avec Afonso VI et c'est invaincu et maître sur ses terres qu'El Campeador meurt en 1099, laissant Jimena défendre Valence 2 ans encore avant que la ville ne tombe aux mains des Almoravides. La veuve du héros défunt se réfugie alors à la cour d'Afonso VI où elle meurt vers 1115. Comme on l'a vu, Rodrigo Diaz de Vivar est tour à tour capitaine de Sancho, roi de Castille et de Léon, aux côtés de qui il s'illustre contre les Navarins et acquiert le nom de Campeador, le vainqueur de bataille. Il passe ensuite au service d'Afonso VI, banni de Castille par le roi qui craint son ambition. Il se met au service de l'émir de Saragosse et lutte aux côtés des musulmans qui lui donnent le titre de Sidi, seigneur, avant de s'emparer de Valence en 1095 où il régna jusqu'à sa mort en 1099. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi à partir de 6h45 tous les matins sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.